Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci d'être là, toujours fidèle à notre programme du Bonjour d'Algérie. Nous serons ensemble comme chaque mercredi et jeudi pour ma part. En tout cas, on sera jusqu'à 9h30. Nous sommes le mercredi 6 février. Nous aurons le plaisir d'avoir les deux rubriques habituelles du mercredi matin, à savoir la rubrique environnement avec Hamid Belkhassam. Aujourd'hui, il aura une invitée, la directrice de la pêche et des ressources halieutiques de la wilaya d'Alger pour parler des récifs artificiels. Nous en avons beaucoup parlé ces derniers temps. Nous en saurons un peu plus avec la responsable, bien entendu, ce qui est à faire et c'est leur utilité, bien sûr, au niveau donc, de la Méditerranée. Nous aurons également à parler aussi start-up avec Kamal Swig. Comme chaque mercredi, il est là pour nous faire découvrir une nouvelle application, une nouvelle innovation et ce que les jeunes aujourd'hui tendent à nous faire connaître à travers la toile, bien entendu. Aujourd'hui, il recevra un invité pour nous parler d'une application concernant la livraison qui s'appelle Delivery. On en saura plus également sur le plateau. Eh bien, nous parlerons également de formation puisque en ce moment c'est donc les inscriptions et plusieurs en tout cas secteurs se plient et surtout à la formation. Ils nous proposent de nouvelles formations. Eh bien, aujourd'hui, nous allons faire connaissance avec une autre formation avec la présidente du club Diaspora Afrique et cette fois-ci la formation touchera la formation en management et force de vente. Voilà. Et puis, bien entendu, nous aurons le flash d'information présenté dans un moment par Nejma Harish et bien sûr l'invité de la matinale. Ce matin, nous aurons le président de la COSOB sur le plateau avec Nejma. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez apprécier notre programme et puis rester attentifs jusqu'à la fin, bien entendu. On vous laisse tout de suite en compagnie de Mina Abed pour la météo. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Elle est là. Bonjour Mina. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Donc le temps en ce moment s'est radouci, ça va? Un petit peu, ça plus va. De pluie? On n'en aura plus? Un petit peu aujourd'hui, quelques gouttes, pas grand-chose. On vous écoute. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et très bon réveil. Effectivement, aujourd'hui, on traite de belles éclaircies sur les régions du centre, un ciel plutôt couvert sur la partie est avec quelques pluies éparses sur le centre et l'est du pays. On traite un ciel dégagé sur les régions de l'ouest, sur la partie sud. Le ciel restera voilé en journée, notamment sur les oasis dégagées. Sur le nord Sahara, la Saoura, le Sahara central ou encore l'extrême sud. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord 17 degrés à Alger, 19 degrés à Oran-Tlemcen, 15 degrés à Annaba, 10 degrés seulement à Sétif, 19 à Gherdaya Hassim Saoud, 19 également à Béchar, 24 degrés à Tindo, 21 degrés à Adrar Ain Salah et enfin 26 degrés à Borj, Badi Mukhtar et Ngazam. On passe tout de suite à l'Amérique du Nord, pardon. Aujourd'hui, eh bien, on a un ciel plutôt couvert avec des averses, notamment à Dallas, à Chicago, ou encore Montréal, New York, Washington. Un ciel plutôt dégagé à Mexico, voilé. À Miami, côté Mercure, on notera jusqu'à 28 degrés à Mexico, 25 degrés à Miami, 3 degrés à Chicago, 7 degrés à New York, 9 à Washington, 15 degrés à Los Angeles, 3 degrés à Vancouver et enfin, moins 8 degrés à Montréal. Place tout de suite à l'éphéméride et puis pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition. Très bonne matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous a été présentée par Mobilis. Merci beaucoup Mina. Merci à vous. À tout à l'heure, bonne journée. Prenez votre café. Oui. Ouais, juste après. Et puis on se retrouvera bien entendu à midi et 19h pour d'autres bulletins météo. Tout de suite, on va retrouver dans un tout petit moment Nejma Harish juste après cela.
sont de très belles images qui nous donnent envie de sortir, avec bien sûr beaucoup d'associations qui aujourd'hui organisent de belles randonnées comme ça. C'était donc le lac d'Aya du côté de Médéa. Tout de suite, le flash d'information présenté ce matin par Nejma Harj. Bonjour Nejma. Bonjour Amel, bonjour à tous. Aujourd'hui, à la PN, prévue une séance plénière consacrée à la poursuite du débat autour du projet de loi relatif à la lutte et la prévention contre la corruption, suivi de la réponse du ministre de la Justice aux interrogations soulevées par les députés. Au forum El Moujahid, une conférence est prévue à l'occasion de la commémoration des événements de Sarriet Sidi Youssef. Présentation également aujourd'hui du bilan des activités des services de la Sûreté nationale des wilayas du centre du pays au siège du groupement d'intervention de la Sûreté nationale à Kouba, Alger. Est prévue également une conférence de presse de la deuxième édition du Salon de l'électricité et des énergies renouvelables, CER 2019, prévue du 10 au 13 février au Palais des Expositions au Pas Maritime à Alger. La conférence se tiendra le salon qui se tient à la SAFEX et la conférence se tiendra à l'hôtel Lamaraz de Kouba. Et à Béjaïa est prévu également le forum et atelier de traduction du site du ministère de la Justice vers la langue amazigh sous la supervision du Haut Commissariat à l'amazirité. Donc ça se passera du 6 au 9 février à la bibliothèque de lecture publique. Voilà pour ce qu'il y a dans l'essentiel de l'actualité. Hier, on en parlait déjà, 5 PME privées ont déposé récemment leur dossier au niveau de la COSOB, donc la COSOB qui est la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse. Donc pour les entreprises, il s'agit des sociétés activant dans le domaine de l'industrie, de la technologie et de l'agroalimentaire. Alors, pour en savoir plus, nous avons avec nous présent ce matin le président de la COSOB, M. Abdelhakim Berrah. Monsieur, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, comme je disais, donc, ces entreprises qui ont déposé leur dossier au niveau de la COSOB pour s'introduire au niveau de la bourse, donc quelle valeur ajoutée d'abord pour ces entreprises et quel impact aussi pour la bourse d'Alger ? Merci de l'invitation. Donc, ces entreprises qui ont émis des vœux de s'introduire à la bourse d'Alger, ce sont des PME privées, activement dans différents secteurs, comme vous l'avez souligné. Et ces entreprises gagnent beaucoup en notoriété en entrant en bourse, en plus du financement et de la pérennité qu'ils peuvent assurer. Une entreprise, quand elle entre en bourse, gagne en notoriété. Bien sûr, en financement, c'est une des premières raisons, mais ce n'est pas la seule. Une entreprise, quand elle est en bourse, gagne sa notoriété, assure surtout un point qui est essentiel pour les entreprises, la succession éventuelle. C'est-à-dire, on prépare la succession de l'entreprise, on améliore sa gouvernance et sa transparence. Donc il y a énormément de points positifs à entrer en bourse. Et cet engouement, j'allais dire soudain, est le fruit de beaucoup de travail qui a été fait par les autorités, différents acteurs sur le marché, pour inciter les entreprises, pour faciliter la compréhension des mécanismes d'introduction et bien sûr montrer que l'on gagne évidemment beaucoup à entrer en bourse. C'est vrai que ça va rendre les entreprises beaucoup plus crédibles. Ça, c'est pour ce qui est des entreprises privées qui souvent prenaient l'exemple auprès des entreprises publiques. Mais malheureusement, on constate très peu d'engouement. Vous parliez d'engouement. À votre avis, pourquoi ? Alors, d'abord, le gros problème pour les introductions en bourse, c'est le niveau d'éducation financière. Le deuxième, l'éducation financière, on peut dire un mot, c'est-à-dire que c'est en top de l'éducation financière entrer en bourse parce que ça nécessite beaucoup de mécanismes. Et c'est pas
plus cher que d'avoir un crédit bancaire. Mais la facilité est d'avoir un crédit bancaire pour se financer. Seulement, le crédit bancaire est plafonné, c'est-à-dire que l'entreprise ne peut pas continuer à croître, à gagner de nouveaux paliers uniquement par les crédits bancaires. La bourse permet aux entreprises d'avoir un palier de développement beaucoup plus rapide en ayant un financement, en ayant des joint ventures, des partenariats avec d'autres entreprises. Vous savez, quand quelqu'un regarde quelle est comme vous l'avez dit, l'entreprise crédible, souvent, c'est celles qui sont cotées en bourse parce on est un petit peu sûr qu'il y a une rectitude fiscale, qu'il y a une transparence, qu'il y a également une bonne gouvernance. Est-ce que cela veut dire que la bourse propose des produits meilleurs que ceux de la banque en matière de timing? C'est complémentaire. C'est-à-dire? C'est complémentaire, c'est-à-dire que certains pays, on va beaucoup plus vers les banques, d'autres pays, notamment anglo-saxons, on va beaucoup plus vers le marché. Et pour moi, les deux produits que propose la palette de produits bancaires ou celle du marché sont complémentaires. À un moment de la vie, on a besoin d'un prêt bancaire et souvent, pour gagner des paliers, pour améliorer la gouvernance, on préfère aller au marché. Est-ce que est-ce que vous travaillez souvent avec des banques islamiques? Oui, tout à fait. On travaille avec les banques islamiques. Par exemple, on a deux intermédiaires en opération de bourse qui sont Baraka et Salam Bank. On travaille avec eux. Il y a un montage qui est fait actuellement avec Salam Bank parce que nous n'avons pas besoin de nouveaux textes. Il y a une possibilité d'émettre un produit Sharia compliant également. Tout à fait. On rappelle, M. Breh, que depuis 20 ans d'existence, la Bourse d'Alger compte seulement 6 titres qui sont Saïda, El Horaci, Alliance Assurance, NCA Ruiba, Biofarm et récemment, l'année dernière, Aum Invest. Donc, c'est bizarre parce que les PME qui représentent quand même 90% du tissu industriel ne vont pas vers la Bourse qui est un excellent palliatif, qui est une excellente solution financière pour certaines entreprises. Tout à fait. Alors, en 2012, les autorités ont mis en place un marché de la PME, parce qu'il n'existe que depuis 2012. Ensuite, on devait faire un travail de sensibilisation, d'explication, de vulgarisation en direction des PME. Et souvent, les PME, même si elles représentent la majorité écrasante des entreprises dans tous les pays du monde, seulement elles n'ont pas un niveau relativement élevé parce que pour entrer en bourse, comme je l'ai dit, une éducation financière, il faut avoir des correspondants à la bourse, il faut avoir une structure d'audit interne, etc. Une optique managérielle carrément. Absolument. Voilà peut-être parce que les chefs d'entreprise ne sont pas assez formés. Est-ce qu'il ne faudrait pas dans ce cas-là les former, les orienter du moins? C'est ce que nous essayons de faire. C'est ce que nous essayons de faire dans tous les domaines. Nous ne sommes pas les seuls à le faire, mais c'est ce que nous essayons de faire. C'est ce que font tous les pays du monde. C'est-à-dire le problème de financement et de pérennité de l'entreprise se pose au niveau des PME. Et beaucoup de PME disparaissent à la sortie ou au décès du fondateur. Et ça se passe dans tous les pays du monde. Nous ne nous y échappons pas. C'est pour ça qu'il faut former beaucoup le staff managérial des PME. Il a besoin d'être formé en continu sur les nouvelles techniques. Pas plus tard qu'hier, nous avons organisé un atelier technique sur la conformité. Et dans tout cela, c'est une formation continue. Parce que quand vous avez une PME, souvent, c'est unipersonnel, 2, 3 personnes, 4 personnes. Elles n'ont pas le potentiel d'avoir une réflexion ou le réflexe de se faire aider par des bureaux conseils, des promoteurs en bourse, des conseillers et c'est de nouveaux métiers. C'est un autre sujet. Justement, en parlant des nouveaux métiers qui font leur apparition avec justement le marché boursier, est-ce qu'on a suffisamment de staff formé, professionnel dans ce domaine? Non. Franchement, non. Nous n'avons pas assez de personnel qualifié dans le domaine. Il y a plein de formations qui sont faites. Parce qu'il y a plein de nouveaux métiers. Entre analystes financiers, intermédiaires en opération de bourse, promoteurs en bourse, évaluateurs, etc. Il y a plein de nouveaux métiers qui émergent. On en forme beaucoup. La COSOB forme. Il y a des écoles comme l'école de hautes études commerciales de Choléra qui lance une formation ce mois-ci diplômante.
L'École supérieure de commerce est en train également de préparer une formation en coordination avec la COSOB. L'Institut de formation bancaire forme également, mais la SFAF avec la BEF sont en train de former également des analystes financiers, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Il faudrait et pour peut-être que ça l'instant, soit ce du n'est ressort des pratiquement qu'à universités, Alger. non? Alors, le problème de l'université, c'est un autre problème. Le problème de l'université, c'est l'adéquation entre la formation classique, qui est dans la base, et les besoins du marché. Tout à fait. Donc là, il n'y a pas une très forte adéquation entre la formation et les besoins des entreprises. Mais là, l'université travaille activement, les entreprises aussi, c'est pour rapprocher les besoins de l'entreprise de la formation qui est dispensée dans les universités. Vous savez, tout le monde dit que quand on a quelqu'un qui sort de l'université, on ne peut pas l'accueillir, il n'est pas opérationnel, c'est vrai, mais également l'entreprise doit faire des efforts pour, quand il y a une bonne patte, c'est-à-dire l'étudiant est bien formé, bien dans sa tête, il a une tête bien faite plutôt que bien pleine, on peut transformer ça en atout pour l'entreprise. Tout à fait. Et beaucoup maintenant d'entreprises, vous voyez en Europe, et ça arrive en Algérie, font des académies, font des structures de formation en interne. Nous, il faut qu'on développe beaucoup la formation en interne. C'est l'occasion ce matin de lancer un message à destination des professionnels qui nous regardent, surtout les universitaires, les directeurs des instituts et des universités, justement pour répondre aux besoins de ce marché financier. Oui, tout à fait. Donc nous, on travaille bien sûr avec eux, mais il faut former pour le marché. Il faut faire cette adéquation. On a besoin de plein de nouveaux métiers. On a besoin des métiers de l'évaluation, de l'analyse financière, de l'intermédiation boursière, d'initiés, des infractions boursières, tous ces métiers. Et surtout, il y a toute une palette de nouveaux métiers qui est l'innovation dans les métiers de la finance. Tout à fait. C'est peut-être ces gens-là qui vont servir d'intermédiaires pour aller envers les investisseurs et les attirer pour adhérer et s'intégrer à la bourse, peut-être, M. Barra. Oui, oui, oui. De toute façon, en réalité, ce n'est pas le travail de la COSOB d'attirer les entreprises, c'est le travail justement de ces intermédiaires, de ces conseillers, des consultants qui travaillent avec les entreprises et qui leur disent que une des solutions, c'est d'aller en bourse. Parce que entrer en bourse, c'est un projet de vie. Ça change complètement la culture d'entreprise. Ça change complètement la vision que l'on a avec l'entreprise. Au lieu que ce soit un bien personnel, l'affect disparaît un peu et ça devient un petit peu plus capitalistique. C'est une utilité. C'est pas donc c'est culturel aussi. Mais l'engouement récent des PME est un signal qui est très fort, qui nous a surpris d'ailleurs un petit peu, parce que beaucoup d'entreprises maintenant sont vraiment contentes d'aller en bourse. Et puis, ça nous a permis de rencontrer des entrepreneurs extrêmement intelligents, qui font très, très bien leur métier. Ils font bien leur métier, mais ce n'est pas leur métier d'aller en bourse, ce n'est pas leur métier la finance, ce n'est pas leur métier de réfléchir à la succession. Leur métier, c'est il y en a des gens qui font dans l'agroalimentaire, leur métier c'est de produire, c'est de vendre, d'exporter, d'autres qui sont dans l'industrie. Il y a une excellente entreprise dans le secteur industriel qui travaille, qui fait la conception, l'innovation, la conception et l'installation pour le traitement des eaux usées. C'est formidable. Même quand j'en parle à des collègues, il y a de la connaissance. Il y a de la connaissance, mais ce management financier n'y est pas encore. Et c'est normal parce que chacun son métier. Donc il faut essayer d'être entouré. Davantage. Voilà, et d'être entouré par les gens qui savent. On ne peut pas tout connaître. Bien sûr, tout à fait. Monsieur Brah, peut-être c'est l'occasion ce matin de rappeler quelles sont les conditions à respecter pour s'intégrer à la bourse d'Alger. Alors, pour les PME, on a facilité l'introduction. Donc, c'est d'être une SPA, c'est normal, parce que les actions vont bouger de part et d'autre. C'est d'avoir une structure d'audit,
interne, ce qui est normal parce qu'il faut auditer les comptes, il faut donner des chiffres, il faut communiquer, parce qu'on ne va pas les émettre l'une après l'autre, mais dire pourquoi on le fait. Donc on ne fait pas une obligation pour une obligation. Et également, il faut se faire accompagner, sachant que les PME sont petites, elles sont concentrées sur leur cœur de métier, donc il faut se faire accompagner par un promoteur ou par un intermédiaire en opération de bourse pendant 5 ans. C'est lui qui communique, c'est lui qui fait le lien avec la COSOB et celui qui répond aux exigences réglementaires qui sont toutes petites. Ensuite, bien sûr, il faut faire une évaluation et avoir une vision, c'est-à-dire on demande une notice d'information, c'est-à-dire quelle est la vision de l'entreprise, quel est leur business plan, quelle est leur évaluation et qu'est-ce qu'ils comptent faire. Perspectives dans au moins les 3 prochaines années. Parce que sans cela, il y a très peu d'entreprises qui connaissent, au moins qu'ils ont un business plan bien élaboré et qu'ils s'y tiennent. Tout à fait. Peut-être c'est par manque d'informations, mais il y aurait aussi d'autres freins. Vous avez cité la dernière fois, par exemple, le manque de communication, la transparence qui freine aussi, qui fait peur les entrepreneurs. C'est pas dans notre culture. Oui. C'est pas dans notre culture. Cette transparence n'est pas dans notre culture. Il faut la développer parce que la transparence, même si elle coûte en effort et en argent au début, c'est ce qui permet à l'entreprise d'être pérenne, de progresser. Au début, on sent cela comme une contrainte, mais en réalité, ce n'est pas une contrainte, c'est une contrainte que la première année. Par la suite, c'est une valeur, parce que les gens, il y avait des entreprises qui avaient annoncé leur souhait d'entrer en bourse, et bien, dans la semaine qui a suivi, ils ont reçu plus d'une vingtaine de propositions de partenariat. Parce que les gens, quand ils disent « je veux faire un partenariat », tiens, une entreprise va entrer en bourse, donc elle n'a pas de problème de fisc, elle est transparente, elle est bien gérée, elle a une vision, donc c'est ce qu'on va chercher. Et nous, quand on rencontre les investisseurs étrangers, quand ils arrivent dans un pays, ils ne savent pas où s'adresser. Quelle est l'entreprise vers laquelle il faut y aller, ou vers le partenaire algérien vers lequel il faut y aller. Donc ils tâtonnent. Mais s'il y avait des entreprises qui étaient cotées, ils iraient certainement vers les entreprises cotées. C'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la crédibilité. Monsieur Brah, en cas d'infraction ou de fraude, est-ce que vous avez un rôle à jouer? Et dans ce cas-là, c'est lequel? C'est notre rôle principal en réalité. Alors, en cas de fraude, d'abus de marché, de manque de transparence, la COSOB donc, dispose de toute la panoplie de sanctions administratives, retrait d'agrément, d'amende. Et si cela se justifie, de transmettre. Nous avons une chambre arbitrale et disciplinaire qui est composée de magistrats. Nous avons également dans le collège de la COSOB un magistrat représentant du ministre de la Justice. Donc nous avons les pouvoirs de sanction qui sont étendus et s'il y a des infractions pénales, le dossier est transmis à la justice. Mais nous avons toute la panoplie, le législateur a prévu toute la panoplie de sanctions. Et nous, notre rôle de sanction, actuellement nous faisons beaucoup plus dans la sensibilisation plutôt que dans la répression. Le marché étant petit, nous ne voulons pas aller dans la répression au début de l'émergence de ce marché. Mais nous avons toute la panoplie, nous avons des pouvoirs d'enquête, nous avons des pouvoirs de sanction, nous avons... C'est tout à fait normal, c'est façon de dire que le marché est très réglementé, il répond aux normes internationales. Absolument. Tout à fait. Et en plus de toutes ces... Nous échangeons aussi avec nos homologues étrangers donc, sur les enquêtes, mais tout cela est fait, il faut le rappeler, ce n'est pas pour sanctionner, l'objectif n'étant pas de sanctionner, mais de protéger l'épargnant. Notre rôle, c'est de protéger les petits porteurs. Surtout. Voilà. Monsieur Brah, vous venez de parler d'échanges, de coopération. Est-ce que nous avons suffisamment de coopération, notamment avec les pays européens, parce qu'on s'inspire beaucoup d'eux en matière de pratiques? Oui. On s'inspire d'eux parce qu'ils sont plus avancés, parce que on ne peut pas recréer l'eau chaude, donc ils sont passés par des paliers. Nous, on essaie de faire le gap, le saut, et nous avons des échanges. Nous avons des échanges avec plein de pays, les pays arabes, les pays européens,
Et nous allons bientôt signer également le cadre d'échange multilatéral, c'est-à-dire avec toutes les commissions de valeurs, nos homologues dans le monde entier. Pour cela, nous avons signé récemment avec la cellule du traitement du renseignement financier, avec la Banque d'Algérie pour accéder aux informations bancaires. Nous avons les informations sur le marché. Les IOB détiennent des informations, donc nous pouvons accéder à ces informations pour les besoins de l'enquête, dans un cadre de confidentialité, et nous pouvons, le législateur nous a donné le droit de le communiquer à nos homologues étrangers, tout comme nos homologues étrangers peuvent nous communiquer à notre demande les informations sur éventuellement des infractions ou des entreprises ou des personnes physiques ou morales qui sont à l'étranger. Tout à fait, Monsieur Brah. Alors, on disait tout à l'heure que la bourse, qui est une excellente solution pour les difficultés économiques et financières que traverse notre pays, à votre avis, donc, elle serait la solution efficace de l'heure? Pour moi, c'est oui. Par rapport à la conjoncture économique? Tout à fait. Parce que, alors, pour les entreprises publiques, ça leur permet d'être pérennes, d'assurer leur pérennité en étant mieux gouvernées, mieux managées, en lançant un signal aux salariés, à l'environnement de l'entreprise, et également en ayant des contraintes extérieures, c'est-à-dire celles du marché, pour être mieux gérées et d'avoir cette transparence. Parce que parfois, les salariés font des demandes, parfois bien sûr fondées, parfois exagérées, mais s'ils connaissaient mieux la situation de l'entreprise se porterait mieux et le climat social serait amélioré. Également, on peut mesurer la performance du management, parce que ça aussi, le marché sanctionnerait positivement ou négativement un bon management. En plus, si on ouvre le capital de certaines entreprises, ça donnerait également de l'argent frais au Trésor. Et l'État agirait comme un actionnaire et non pas comme un manager. Donc c'est un changement de mentalité pour l'actionnariat. Il va aussi de même du changement du rôle du conseil d'administration et des organes sociaux. Donc il y a plein d'avantages pour l'entreprise publique et elle deviendrait beaucoup plus transparente. Pour l'entreprise privée, c'est évident. C'est évident. Ça leur permet de gagner des paliers, ça leur permet d'avoir des partenaires et ça leur permet surtout d'avoir une bonne gouvernance et d'assurer une transmission saine. Vous savez, 50%, en Europe, en France, par exemple, 50% des entreprises disparaissent 3 ans après le départ du fondateur. Parce que le management de l'héritier et du fondateur n'est pas le même. Tout à fait. Donc, chez nous, la plupart des entreprises sont à leur tête des fondateurs. Les héritiers, c'est autre chose. C'est un autre métier. Tout à fait. Surtout qu'en Algérie, la succession n'est pas fortement taxée. Vous savez qu'en France, les successions sont taxées parfois jusqu'à 60%. C'est même parfois confiscatoire. C'est pour permettre l'émergence d'entrepreneurs qu'on taxe la succession, pour qu'il n'y ait pas des héritiers. D'accord. Parce que ce n'est pas très bon pour l'économie. Tout à fait, Monsieur Brah. Alors, la dernière fois, lors de votre passage sur ce plateau, vous avez parlé d'un projet... Je m'y habituerai bientôt. Vous avez dit qu'il y avait un projet par rapport à l'ouverture du marché de la bourse d'Alger aux investisseurs non résidents. On en est où par rapport à cela? Alors, on n'a pas beaucoup avancé, parce que ça fait pas très longtemps que j'étais sur ce plateau, mais sans dire c'est pas des secrets, mais le ministère des Finances est favorable à l'ouverture aux non-résidents, ce qui est un signal fort en direction de notre diaspora pour les impliquer dans l'économie. Et c'est de l'argent frais qui rentrerait, parce que ça rentrerait en devises dans les entreprises. Encore faut-il qu'il y ait assez d'entreprises cotées pour qu'ils aient le choix d'investissement. Parce que vous savez, quand vous investissez, il faut avoir le choix. Il faut offrir le choix. Et il y a beaucoup d'Algériens en Europe qui souhaitent investir dans leur pays. Tout à fait. Peut-être pour préparer une retraite, préparer un retour éventuel, ou acheter ou réinvestir en Algérie, sachant que les rendements en Algérie sont nettement plus forts que les rendements en Europe actuellement. Donc aussi, c'est une opération économiquement
rentable. Très, très rentable. Et quelles sont les perspectives de la bourse d'Alger à l'horizon 2030? Allez, on va dire à l'horizon 2020-2022. Non, il y a de belles perspectives. Il y a de belles perspectives parce que les germes semés commencent à donner. Il y a une nouvelle classe d'entrepreneurs. Les jeunes sont beaucoup plus ouverts. Il faut leur donner la chance. Ils sont ouverts, ils sont mondialisés. Grâce à Internet, grâce aux nouvelles technologies. Donc, c'est des gens qui sont sans frontières. Libéraliser le commerce, le e-commerce, etc. C'est des gens qui n'ont pas de complexe, qui vont aller, qui vont bosser. C'est des gens qui ont l'esprit d'entrepreneuriat. Avec éventuellement, j'espère que ça ne baissera pas, mais quand même, il faut diversifier l'économie, même s'il n'y a pas de baisse des revenus pétroliers, il faut diversifier. Beaucoup de pays l'ont fait avec succès. Et les revenus pétroliers doivent servir à diversifier l'économie. On est à 6 titres, on sera à combien d'ici 2 ans, 3 ans? Allez, on sera à 20. Inch'Allah, pourquoi pas. Et vous reviendrez sur ce plateau dans ce cas-là pour refaire le bilan. Merci Monsieur Bellah d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président de la COSOB. Voilà pour ce qui était du programme de ce matin. Je vous retrouve demain. Et oui, désormais, l'invité de la matinale, c'est 5 sur 7. Les nouvelles résolutions de notre directeur. Donc c'est du dimanche à jeudi. Je vous retrouve demain. Au revoir. Merci beaucoup Nejma, merci aussi à votre invité et puis ça fera plaisir aussi à nos prochains invités qui parlent beaucoup de la diaspora tout à l'heure. Nous allons en parler d'ailleurs. Eh bien tout de suite je vous invite à suivre ce reportage signé Camélia Mellel. Elle nous fait découvrir, nous fait voyager à travers le parc du Tassili Nadjer. Tassili Nadjer à Djanet reste un véritable musée à ciel ouvert dans le grand sud du pays. Classé en 1982 patrimoine universel de l'UNESCO, le Tassili reste synonyme d'évasion, de découverte pour chaque touriste venu chercher la méditation. C'est vraiment une région surprenante, très belle, où nous avons vu des canyons vraiment très très variés. Et nous avons dormi à la Belle Étoile. L'Algérie est très vaste. Nous avons des endroits magnifiques, je dis bien magnifiques. Faire du bivouac, c'est excellent. Pour la santé, faire de la marche, découvrir des choses, ces peintures rupestres, ces gravures, etc. Accompagné de ses amis, ce touriste français a préféré fêter son jour d'anniversaire au milieu de ce lieu magique, un moment de convivialité qu'il compte partager une fois de retour au pays avec sa famille. Beaucoup de chance d'être ici pour mon anniversaire, parce que c'est un endroit très spécial. C'est la première fois que je viens en Algérie et je découvre un pays très très riche au niveau des paysages. La Tadrar, c'est aussi beau que le sud-ouest américain. Il y a du sable orangé, marbré de noir, des sables rouges, des sculptures dans les rochers de toutes les formes et beaucoup d'histoire. Djanet est de par son patrimoine archéologique une destination de choix car elle offre aux visiteurs la quiétude et la sérénité, notamment en cette période d'hiver. Voilà, en tout cas, un très beau voyage à travers Djanet et on en a un sur le plateau qui est un spécialiste de cette région puisqu'il a fait plusieurs reportages. Il a beaucoup aimé la région donc de Djanet et surtout le Tassili Nadjer. C'est Kamel Souik qui nous a rejoint ce matin. Bonjour Kamel. Bonjour Amel, c'est le plus bel endroit sur Terre je pense. On l'a ressenti à travers vos commentaires, hein, de toute façon. Vous l'avez tellement bien transmis aux téléspectateurs. Il y aura un 26 minutes prochainement qui sera diffusé sur Canal Algérie justement sur la même aventure, le tourisme d'aventure en Algérie et au Tassili Nadjer notamment. Voilà, et vous avez fait de belles rencontres avec des enfants, des plus grands, des moins grands, etc. Exactement. C'était formidable. Et ça prouve qu'on peut y aller dans le sud, on peut faire du bivouac, même si on a 5 ans, 6 ans, etc. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde, tout à fait. Alors, on renoue comme chaque mercredi avec la rubrique Start-up. Et chaque mercredi, Kamel Souik nous fait découvrir un innovateur, en tout cas un spécialiste de la toile, qui nous donne quelques facilités pour pouvoir accéder à certaines applications, certains services, voilà, c'est le mot que je cherchais, certains services. Et aujourd'hui, nous allons parler de nouveautés justement. Si vous avez envie de rester chez vous, vous avez la flemme, vous êtes en train de regarder un match de foot, vous avez envie de vous faire livrer
une pizza par exemple, eh bien Delivery Home, ou Home Delivery plutôt, lance son application et son fondateur est avec nous pour en parler. Nous allons parler de son parcours bien sûr, mais nous allons revenir sur cette application qui fait l'actualité cette semaine. Alors, Mohamed Mehdi Aouchiche, vous êtes le fondateur de Home Delivery. Exactement, oui. Merci d'être parmi nous. Merci pour votre invitation. Alors, nous allons parler de l'application bien sûr, mais ce qui nous intéresse dans Startup, c'est de parler du parcours justement. Parlez-nous de votre parcours. Vous avez commencé l'aventure en 2013. Effectivement, oui. C'était en 2013, j'étais embauché dans une entreprise de livraison. J'ai travaillé chez eux pendant 1 an et dès que la société elle a fermé, je me suis retrouvé sans travail et je commençais à me dire qu'est-ce que je vais faire. Avant, j'ai acheté un petit scooter et j'ai commencé à livrer moi-même mes clients. Une vraie success story, quoi. Effectivement, oui. Et j'ai commencé à faire la tournée des restaurants. Bon, ils m'ont aidé à avoir des clients, beaucoup de clients, ils m'ont vraiment aidé. Et au-delà de 1 an, j'ai monté ma boîte et j'ai commencé à recruter des livreurs. Alors, la première année, la livraison se faisait par téléphone. Par téléphone, effectivement. Parfois, je conduisais un scooter, quelqu'un qui m'appelle, avoir une commande dans la moto. Voilà, c'était essayer de faire rapidement ça et de satisfaire mes clients le plus rapidement possible. Et là, alhamdoulilah, on a bien avancé. Et l'aventure commence avec le site web. Vous lancez un site web. Le site web, non, on n'a pas encore lancé le site web. On a lancé notre application maintenant. L'application. Le site web, il arrive dans quelques jours, on va dire, 2 semaines maximum. Mais au début, on avait une page Facebook. Là, on mettait un peu de sponsoring, on mettait nos numéros de téléphone, on partageait les restaurants sur notre page, on expliquait aux gens comment on faisait, comment ça fonctionne. C'est parce qu'il y a un truc nouveau, c'est pas tout le monde qui va dire que la livraison, elle existe sur Alger. Ça ne rentre pas dans nos habitudes. Hein. Effectivement, bah, tu parles à quelqu'un, tu vas lui dire qu'on va vous livrer une pizza à la maison, il va dire mais oh, arrêtez, on est à Alger quand même. Vous voyez. Et surtout dans combien de temps, c'est ça? Comment? Surtout dans combien de temps? Combien de temps? Effectivement, oui. C'est la rapidité, c'est ça? Exactement. On essaie de faire mieux de ce qu'on peut. Ça dépend de l'exigence des clients. Parfois, ils commandent de chez des restos que ça prend beaucoup de temps. Ouais. Et parfois, c'est rapide. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, cette question justement, Amel, c'est les appréhensions. Quand on lance un projet de cette nature, et on en a reçu des start-upers ici qui étaient confrontés à cette résistance parfois, non pas des clients, mais de l'entourage. Ah, ça marche pas. N'essayez même pas, les Algériens, ils veulent faire aller au restaurant. C'est vrai ce que vous faites et ça marche, ça existe déjà. Ah oui, ça va, ça existe, hein, on livre tout ce que vous voulez. Et ce qui était bien avec nous, avec notre entreprise, c'est qu'on ne faisait pas que la bouffe. On réglait les factures, on faisait même un flexi, un storm, un truc comme ça, dans le genre de charger un crédit d'un client. Ça rend service. Hein. Exactement, oui. Même faire des achats, des légumes, un peu de tout, l'épicerie. Et ça a aidé les gens à faciliter leurs tâches. Et aujourd'hui, la mobilité oblige justement, les Algériens sont de plus en plus connectés sur leur smartphone que sur leur tablette ou sur leur PC. Vous lancez l'application, vous l'avez lancée il y a 2 semaines, je pense. 2 semaines, oui, effectivement. Ça s'appelle Home Delivery, oui. Et on peut la télécharger sur App Store, sur Play Store. Effectivement, oui. Et donc, c'est une application algérienne? Bon, l'entreprise, elle est algérienne. Ouais. Par contre, l'application, on l'a achetée à l'étranger. Mais on l'a développée ici. Les développeurs sont des Algériens. Les développeurs, c'est des Algériens. On a acheté l'application vide sans rien. Il n'y avait rien dessus. Après, c'est les ingénieurs qui l'ont développé avec beaucoup de restos. Alors, aujourd'hui, parlons des restaurants, justement. Vous êtes associé avec combien de restaurants à Alger? Jusqu'à présent, on est plus que 70 restos. 70 on est partenaire, oui. D'accord. Sur la capitale, bien sûr, uniquement. Sur il y a des quartiers plus facilement desservis que d'autres, hein, effectivement, oui, bien sûr. Il y a les embouteillages et aussi le chemin qui reste un peu plus long quelquefois. Exactement. Avec l'application, on peut s'élargir encore beaucoup mieux, de même faire tout le grand Alger. Parce que là, par exemple, il y a des zones où on n'arrive pas. Par exemple Borj El Bahri ou bien Zeralda. Mais on aimerait bien. Parce qu'il faut dire que la livraison se fait via scooter. Exactement. Déjà, il faut chercher des restaurants dans ces zones-là pour pouvoir servir tout le monde. C'est ça. Avec téléphone, c'était impossible, mais avec l'application, c'est possible. Alors, cela nous emmène à parler justement
nombre de livreurs, et on va parler après de la législation justement. Vous avez combien de livreurs aujourd'hui? Jusqu'à présent, on est à peu près 20 livreurs. 20 livreurs, ils sont en contrat, en CDD chez vous. En CDD, oui. D'accord. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de parler, pour rester concret, de la législation algérienne. Est-ce que, depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous sentez qu'il y a un intérêt, que les législateurs algériens comprennent justement la pratique des startups en Algérie, que c'est un business qui a ses particularités et qui a besoin aussi d'un certain nombre de marges pour recruter et pour se séparer parfois des employés? Exactement. Bon, au début, quand on a commencé, c'était un peu délicat, difficile un petit peu. De faire savoir à tout le monde qu'on faisait la livraison à domicile. Bon, il y avait des clients qui ne comprenaient pas. D'avoir parfois des gens qui démocratisé, hein, pardon. Exact, parfois des gens qui commandaient, après on a un problème, personne ne répond au téléphone, des commandes qu'on les lance chez les restos, on les achète avec notre argent et personne ne reçoit sa commande. Bon, c'était un peu délicat pour nous. C'était vraiment, vraiment dur. Mais là, ça va, ça avance un petit peu. Les gens commencent à entendre parler de tout ça. Maintenant, c'est la mode. C'est partout. Vous sortez, vous trouvez des cartes chez les restos, delivery. Tout le monde qui se fait nommer delivery maintenant. Mais ça va. Et pour le profil type des livreurs, est-ce que vous êtes en train de recruter, par exemple, maintenant? Oui, maintenant on est en train de recruter, exactement. On cherche des profils, des livreurs, Quel en avoir plus. On a un profil un peu spécial. Bon, par rapport au physique, parce qu'on envoie des livreurs chez les gens. Les gens ne connaissent pas la personne qui va arriver. Ben, ils peuvent se méfier, bien sûr. Ils ont peur. Ils ont des tenues. Des tenues, oui, bien sûr. Et est-ce qu'ils doivent venir avec leur scooter? Non, c'est avec leur scooter qu'on recrute, oui. Il a une marge, il est payé avec son scooter. Et justement, la marge que vous prenez et que prennent justement les livreurs quand vous livrez Nous, on a des livraisons à partir de 350 dinars, on va dire. Ça peut aller jusqu'à 800, la livraison. Et le livreur, il prend 70% de la course. Très bien. Pour lui, ce qui reste, c'est pour nous. Et on ne peut pas parler de start-up AML, d'application, sans parler de concurrence. Vous avez un concurrent qui est direct, il faut le nommer. Nous l'avons invité ici, et peut-être l'avantage qu'il a, c'est qu'il était là avant vous, mais vous occupez le terrain assez bien aujourd'hui, parce que dans les résultats de recherche sur le moteur préféré des Algériens, vous êtes en 2e position, ce qui est pas mal, c'est Jumia Food. Jumia Food, oui. Voilà. C'est un concurrent vraiment, vraiment direct. C'est pas facile à se comparer avec eux. Par rapport aux offres qu'ils font tous les jours, c'est presque qu'ils vendent gratuitement. Ils font des remises à 90%. C'est pour ça que les gens préfèrent commander chez eux. Un panier de 1000 dinars et le client, il paye que 100 dinars. Alors il faut dire que c'est des promotions assez rares. Hein. Ils ne font pas ça tout le temps. Ça va, mais ils font 50% tout le temps. Il y a tout le temps des promotions avec. D'accord, mais peut-être que vous aurez aussi le temps, si vous professionnalisez davantage, à avoir peut-être les mêmes promotions et bien sûr. À gagner on aimerait plus, bien à gagner plus de clients. De faire des promotions, d'offrir à nos clients des livraisons gratuites, une remise sur la livraison et beaucoup de choses. Très bien. Et je voulais évoquer un autre sujet aussi avec vous. On a parlé de la législation aussi. On a parlé de cette application qui est déjà téléchargeable de suite sur les 2 versions. Et on parle aussi du déclic. Moi, c'est ça qui m'intéresse aussi dans votre démarche. Le déclic, ça a commencé comment? Est-ce que vous vous êtes dit, tiens, il y a vraiment un besoin et j'ai envie de répondre à ce besoin? Ou alors vous vous êtes dit, le marché est vierge, il y a un seul concurrent, il y a un seul acteur dans le marché et moi je vais me lancer? Quand j'ai commencé, bon certainement oui, c'est vrai, le terrain était vierge. Il y avait que Jumia aussi à l'époque, quand j'ai commencé, c'était, elle se nommait Hello Food. Elle se nommait Hello Food. Le truc, c'était avantageux pour eux, c'est que quand ils ont commencé, c'était avec une application. Moi, je n'avais pas d'application, j'avais commencé avec que les téléphones. C'est pour ça que ça a aidé Jumia d'élargir leur terrain, leur nombre de clients et d'aller plus loin que moi. Parfait. Et on vous souhaite bon vent à votre application aussi et à votre activité. Merci beaucoup, M. Kamal. Merci, madame. En tout cas, bonne chance encore une fois. Et puis à très bientôt. Et puis on aura l'occasion de vous revoir donc mercredi prochain.
Inch'Allah. Inch'Allah. Avec d'autres nouveautés concernant les applications. Eh bien, on continue notre programme. Donc, bonne chance à vous et bonne journée. Merci beaucoup. On vous invite tout de suite à suivre ce reportage signé Saïda Mariouf qui nous fait découvrir le port de pêche de Razaouet. Les travaux de l'ambitieux projet de réalisation du port de pêche de Sidi Ouchar dans la commune de Daryar Mourassen à Razaouet ont atteint aujourd'hui un taux de 85%. Entamée en 2013, cette infrastructure maritime dispose de 2 jetées, dont une principale d'une longueur de 1 km. Sa capacité globale est de 295 embarcations. Répartis comme suit, 150 petits métiers, 65 chalutiers, 70 sardiniers et 10 tonniers. Les caractéristiques du port, il est constitué par deux grandes jetées, une jetée principale qui fait les 944 mètres linéaires et une jetée secondaire qui fait les 308. Les ouvrages d'accostage sont répartis en 10 appontements, longues chacun de 70 mètres, et des quais environ 450 mètres linéaires. Les terre-pleins, c'est environ 11 hectares 600 et les plans d'eau vers les 12 hectares. Donc, comme vous voyez, c'est un projet réalisé complètement en mer. Pour le projet Sidna Yusha est confié pour l'entreprise Consider TP. Le montant de ce projet est de 7 milliards 600 millions de dinars. Actuellement, comme vous voyez, on est en train de faire les terre-pleins, le bétonnage des terre-pleins, parce qu'une partie en béton et l'autre partie en noir. Vous voyez, comme vous voyez ici, le quai d'avitaillement, on est sur la pose des éléments préfabriqués et le quitonnier. Qualifiée de véritable colonne vertébrale dans la production halieutique, cette réalisation totalement algérienne insufflera une nouvelle dynamique à l'activité de pêche dans toute la région. Pour l'entreprise de gestion des ports de pêche et des abris de pêche, ce nouvel acquis est tombé à point nommé afin de combler un manque à gagner en la matière. Nous avons prévu la réalisation d'une alamari d'une superficie de 1000 m² pour la commercialisation des produits halieutiques, ainsi la réalisation des cases des pêcheurs qui sont suffisants au nombre de la flottille actuelle. Pour les moyens de réparation navale, l'entreprise a prévu l'acquisition d'un élévateur à bateau roulève de 250 tonnes qui permettent à nos armateurs de pêche de faire les travaux de réparation navale et carénage dans les bonnes conditions et leur éviter le déplacement vers les pays voisins. Devant être réceptionné au courant du 2e semestre de l'année en cours, ce port de pêche et de plaisance de Sidi Ouchar permettra le développement du secteur au niveau local ainsi que la création de nombreux postes d'emploi, outre la réduction de la pression exercée sur le port mixte de Razaouet qui subit actuellement un déficit infrastructurel lié notamment à l'occupation des quais commerciaux par une imposante flottille de pêche. Voilà, c'est très important de développer ce secteur. D'ailleurs, nous allons en parler d'ailleurs tout de suite avec notre invité et surtout recevoir donc comme il se doit chaque mercredi matin. Donc, j'ai oublié votre nom. Hamid Belkacem. Oh, comment ça va? Très bien, merci. Vous allez bien? Oui. Très bien. L'environnement est toujours bien sûr à l'honneur chaque mercredi avec nous, mais pas que, puisque vous animez une rubrique au niveau de la radio chaîne 3 et bien entendu vous vous battez pour votre association aussi, oui. L'association Récif. Alors aujourd'hui, un sujet très important. Les récifs artificiels. Voilà. Et justement, nous avons le plaisir de recevoir Madame Rabia Zarouki. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Madame Zarouki est directrice de la pêche et des ressources halieutiques de la wilaya d'Alger. Pourquoi Alger est justement notre sujet, les récifs artificiels? Alger est peut-être la wilaya qui a le moins de façades maritimes. Alger est caractérisé par une densité de la population fort importante. La wilaya, le littoral est limité à l'est par l'oued Raya qui est pollué, à l'ouest par l'oued Mazafran qui est pollué et au milieu par l'oued Harrach qui est pollué. Tous ces rejets influent sur
la biodiversité marine, la biomasse, et le poisson, quand ça sent mauvais, il se taille. Voilà pourquoi la direction de la pêche et des ressources halieutiques de la wilaya d'Alger a mis en place tout un programme d'immersion de récifs artificiels pour donner de l'habitat aux poissons, pour leur permettre de se multiplier. Quand on donne de l'habitat, on fait des enfants. Hein, c'est connu de par le monde. Bien sûr, repeupler les zones qui sont aujourd'hui semi-azoïques. N'est-ce pas, Madame Zarouki? Oui, merci beaucoup. C'est vrai, comme vient de le mentionner M. Hamid Belkacem, mais à part que je tiens à préciser, c'est vrai qu'Alger est à l'est, l'ouest et à l'est. L'ouest de Harrach, en ce moment, il y a une grande diminution des rejets par rapport aux aménagements. Il y a le même projet qui va se faire pour l'ouest de Hamiz. Inch'Allah, donc il y aura diminution de la pollution au niveau du littoral algérois. C'est vrai que Alger, c'est la capitale fortement urbanisée, toutes les structures installées au niveau du littoral. Donc ça fait de très grandes pressions sur la biodiversité, surtout les animaux, animaux, flore, faune, tout ce qui vit en mer. Et dans cette, justement, à cause de ça que la direction générale de la pêche et de l'aquaculture, qui dit le ministère de l'Agriculture, a mis tout un programme, d'abord par mettre en place un décret exécutif qui a été publié et il est en application le 25 décembre 2017, parce que bon, c'est vrai que c'est un des outils, ces récifs artificiels, ce n'est pas que ces récifs, mais il fallait d'abord réglementer, mettre un ancrage juridique sur place, parce que c'est pas facile de jeter des choses en mer. Jeter des choses, ça peut être bénéfique comme ça peut être maléfique aussi. On peut citer un exemple juste en face de nous, à Marseille, qui avait initié dans le début des années 70 des récifs artificiels à base de pneus usés, usagés de véhicules. 500 000 pneus ont été jetés en mer pour faire des récifs artificiels. Et bien, pas plus tard que l'année passée, ils ont été obligés de les retirer parce que ça n'avait pas été précédé par une étude préalable pour voir l'impact de ces pneus sur les organismes marins. Voilà pourquoi on a pris peut-être beaucoup de retard en matière d'immersion de récifs artificiels, mais ce retard peut être très bénéfique parce qu'il nous permet d'asseoir d'un côté le socle juridique et d'autre côté toute la partie étude. Il faut faire d'abord l'état zéro de la zone où on va immerger des récifs artificiels. Ceux qui sont peut-être premiers dans ce domaine-là, ce sont les Japonais. Oui, d'ailleurs... Ils ont combien de récifs? Ils ont un peu plus d'1 million de mètres cubes de récifs artificiels tout au long du littoral japonais. D'ailleurs, c'est l'un des premiers producteurs de poissons au monde, que ce soit par l'aquaculture. Il faut prendre exemple, peut-être. Oui, mais d'ailleurs, je ne sais pas si Mme Rabia Zarouki va peut-être nous le confirmer, mais des spécialistes japonais ou Monsieur Récif Artificiel du Japon est venu en Algérie pour assister la Direction Générale de la Pêche. Enfin, pour assister, accompagner, encadrer. Donc, c'est dans cet objectif. Heureusement, d'ailleurs, qu'on a pris du retard. Donc, ça nous a permis de voir les expériences des autres, ce qui a été positif et ce qui a été négatif. Et ne pas refaire les mêmes erreurs qu'ailleurs. Voilà, donc à cet effet, des commissions locales de wilaya sont installées à travers toutes les wilayas du littoral. Donc il y a 14, présidées par messieurs les Wali. Dans ces commissions, il y a tous les concernés de près ou de loin par cette mer, les services nationaux des gardes-côtes, l'environnement, le tourisme, y compris la culture, bien sûr la pêche qui est secrétaire général et surtout la profession. Donc à travers le mouvement associatif, les chambres de pêche et tout, parce que le premier concerné par ces récifs artificiels, c'est les pêcheurs. C'est eux qui doivent gérer, surveiller, ne pas approcher, permettre à ces récifs de donner des résultats. Bon, même dans les récifs, il y a plusieurs types de récifs aussi. Il y a les récifs paysagers, donc on jette des choses en mer qui nous permettent. C'est quoi? Pourquoi jeter des choses? Parce que le poisson, en général, toute vie aquatique a besoin, si vous voulez, d'ancrage, d'abri, de trous et tout. On le voit à travers les épaves, quelquefois. Justement, les épaves qui restent sous l'eau, qui coulent. C'est le plus bel exemple de récif. Et je pourrais même confirmer qu'à travers la plongée, donc des plongeurs de l'école, donc récif de Tamedfous,
c'est un très bel exemple. Ils ont pu plonger sur une épave qui a coulé en 1942. C'est un bateau, le Leidstown. C'est un bateau anglais qui a été torpillé en 1942 par les Allemands. Donc, tout l'équipage est mort. Actuellement, les Anglais viennent, ils font un pèlerinage en plongeant au niveau de ce bateau. Donc, regardez, ça nous fait de l'histoire, ça nous fait de la culture, parce que du tourisme. En même temps, ça a permis de mettre en place toute une biodiversité. Faune et flore, c'est des maisons, c'est toute une cité. C'est un habitat, carrément. Voilà, pour la faune et la flore. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi, par exemple, par hasard, on a découvert, je remercie, justement, je viens de voir l'émission par rapport aux travaux publics qui sont en train de mettre des engins, des brises-lames en mer. Au niveau de la wilaya d'Alger, le directeur, la direction des travaux publics qui nous a invités, on a participé pour le confortement du littoral de Club des Pins où en 2016, des brises-lames avec, comment on appelle ça, les membranes géothermiques qui ont été mises à l'eau à quelques mètres du rivage pour conforter le rivage. 2 ans après, quand on a plongé, c'est merveilleux. Il faut voir toute une faune et une flore qui s'est installée. Donc, le travail a eu plusieurs effets. Bien sûr. Et puis, nous avons la chance aussi d'avoir beaucoup de chercheurs en océanographie qui travaillent et qui sont, eux, qui testent, qui savent exactement ce qui va, ce qui ne va pas Justement, dans le fond marin. Dans cet ancrage juridique, c'est exigé d'avoir une convention avec une institution scientifique, soit l'université, soit les écoles des sciences de la mer, dans lequel il y a un suivi scientifique avec des résultats qui doivent être donnés régulièrement. Pour le cas d'Alger, il y a une convention qui a été signée avec le NSSMAL, l'École nationale supérieure des sciences de la mer, où des doctorants, des ingénieurs sont en train de suivre avant, pendant et après l'installation de ces récifs et qui nous donnent les résultats. On est en train d'observer quelque chose de magnifique. Il n'y a pas qu'Alger, c'est tout le littoral algérien. Il y a Annaba, il y a Annaba, Tlemcen, Oran, Tipaza. Par la même occasion, on voudrait saluer aussi le travail de Emir Berkane, qui était le premier aussi à venir sur ce plateau pour défendre la cause des récifs artificiels. Ils ont fait plusieurs opérations. D'ailleurs, ils ont eu un prix au niveau international à travers le film La Maison de la Mer. Voilà, La Maison de la Mer de Hamza Mendil. Je voulais juste rajouter par rapport à ce que tu disais à l'instant, Madame Rabia Zarouki, c'est que les récifs, c'est aussi une double action et un double impact positif. D'abord, le LPP, le logement pour poissons, pour revitaliser la biomasse du littoral, mais aussi contre ce qu'on appelle l'érosion du littoral. C'est une barrière efficace et surtout pas chère pour permettre d'éviter. Quand on prend par exemple les falaises du côté de Hintaya, vous savez qu'il y a eu des effondrements de maisons, de falaises entraînant des effondrements de maisons. Eh bien, l'université de Babzouar, au même titre que l'INSMAL, l'École nationale supérieure des sciences de la mer, a accompagner des étudiants, des étudiantes en master, en doctorat, pour voir quel serait l'impact de l'immersion de petits récifs artificiels pour casser l'hydrodynamisme des marins et éviter aux falaises de s'écrouler. C'est doublement positif. On donne du logement pour les poissons, on donne de la visibilité et un intérêt pour les touristes subaquatiques. Il y a à travers le monde des millions de touristes qui viennent pour plonger un petit peu partout à travers le monde. Il faudrait que ça devienne que l'Algérie touristique devienne une destination pour la plongée et ça permet de protéger le littoral. Donc là, triple impact, c'est qui est du et l'impact sur l'environnement direct, bien sûr. Bien sûr. Et pas que le triple, je rajouterai, ça permet de limiter le chalutage dans les environs. Un pêcheur qui a un filet, un engin de pêche, va éviter ce récif parce que son engin risquera de s'accrocher. C'est une bonne chose pour nous parce que ça permet de protéger cette faune et cette flore. Donc vous voyez que c'est plusieurs intérêts. On en est où justement, Madame Zarouki? Il y a le projet, il y a le socle juridique, il y a des associations qui procèdent à des études préalables. Et qu'est-ce qui est prévu à terme? Ce n'est pas les associations qui font les études préalables. L'association propose et nous, à travers la commission qui est installée au niveau de toutes les wilayas, qui regroupe tout le monde, y compris les scientifiques, donc on donne le projet aux scientifiques pour nous dire la faisabilité de la chose. Si le scientifique, en faisant ses sorties
élargi, etc., son étude, il trouve que la région ou l'endroit est intéressant et qu'on peut installer, donc on le fait. Sinon, automatiquement, on demande de changer, de voir avec les scientifiques un endroit qui s'y prête le mieux pour minimiser, au contraire, on veut avoir un effet bénéfique, on ne va pas s'amuser à le mettre n'importe où pour avoir peut-être un autre problème. Donc actuellement, ça marche très bien. Alger donc, a eu plusieurs récifs artificiels, Tlemcen aussi, Oran aussi, Annaba qui sont les premiers. Mostaganem aussi. Mostaganem aussi. Bon, toutes les wilayas du littoral se sont mises en coordination avec surtout la profession, les professeurs. Et ça permet aussi de sensibiliser les professionnels à protéger cet environnement marin qui est, si vous voulez, leur propre comment ils ont perçu, parce qu'en général, quand on procède à l'immersion de récifs artificiels, c'est une barrière pour la pêche. Donc, en général, ils sont très réticents au début. Comment leur expliquer que c'est leur propre intérêt, cette immersion de récifs artificiels? Je vais donner un petit exemple très simple pour la wilaya d'Alger. À l'époque, en les années 2003-2004, il y a eu la première installation d'une ferme aquacole au niveau du Surcouf que tu connais très bien, qui a installé des engins d'élevage de moules et d'huîtres. Ces engins, c'est aussi un récif parce que ça permet d'avoir des trous, c'est des sphères balastables etc. Pour la conchyliculture. Le promoteur a des difficultés jusqu'à aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de pêcheurs qui viennent pêcher autour. Comme il y a des moules et des huîtres, ça attire les dorades, les cochons de mer, enfin le poulpe et tout, ce qui fait que même les plongeurs, les chasseurs, donc viennent et parfois ils lui touchent ces engins d'élevage. Et chaque fois on a ce problème, il dit qu'il y a trop de pêcheurs qui viennent pêcher tout autour. Tous ils ont remarqué. Donc même l'aquaculture, pourquoi? Parce que il y a des rejets, des excréments de poissons, il y a des abris, il y a de l'habitat, il y a de reproduction, ça peut être aussi un site de reproduction. Ce qui fait que ça vous permet aussi une régénération de la zone, donc toute une biodiversité qui s'installe en faune et en flore, en coquillages, en mollusques, etc. Donc les pêcheurs, si certains sont réticents, parfois par égoïsme, la majorité ont accepté l'idée. Au contraire, ils viennent du moment que c'est eux qui sont en train de demander de les aider à lutter contre la pollution, à lutter contre le chalutage illicite. Et ils savent, surtout par exemple pour l'aquaculture, donc j'enchaîne aussi sur l'aquaculture, quand vous avez des installations aquacoles, on est obligé de surveiller tous les rejets pour ne pas contaminer la population qui va manger ces coquillages. Donc à ce moment-là, on sera obligé de diminuer, donc de surveiller les rejets. Ils seront obligés de ne pas pêcher dans les environs, ça permettra la régénération et ils auront dans un avenir un peu plus de poissons. En général, même on essaie d'installer ces récifs artificiels à proximité des aires marines protégées dans les pays qui se respectent et on le fait nous aussi. On a proposé plusieurs aires marines protégées qui ont été donc prises en charge, qui vont bientôt être, ça y est... À l'image des îlots de Régaya peut-être? Par exemple, les îlots de Régaya, c'est les îles Sanja, les îles Aguil et tout ça, c'est surtout à proximité des îles. Pourquoi? Parce que quand il y a une île, c'est aussi un récif naturel. Et bien sûr, tous ces oiseaux migrateurs qui passent et ces oiseaux qui nidifient sur ces petites îles qui font un bruit énorme et aussi une pollution aussi à leur façon. C'est la nature, tout à fait. Merci beaucoup pour toutes ces informations. On souhaite bonne chance à tous ceux qui travaillent sur ce projet-là de récif artificiel. Et puis on en reparlera, bien entendu. Merci, Inch'Allah, merci beaucoup, Madame Zajouri. À très bientôt. Hamid, merci. Merci à vous et bonne journée. Bonne journée. À mercredi prochain. Pour d'autres thématiques autour de l'environnement. Restez avec nous, on va suivre tout de suite un reportage. Celui-ci est un artisan qui a rencontré pour nous l'ami Abed Bouda et c'est un artisan pas comme les autres. Lui fait de la récupération et avec cette récupération, il fait de très beaux objets d'art. Regardez. Dans une autre vie, Beljouhar Mohamed a été pharmacien et depuis sa retraite, il s'est tourné vers un tout autre domaine, le recyclage ou la récupération intelligente, qui consiste à produire des œuvres neuves à partir de matières ou objets récupérés. Marqué dans sa jeunesse par les brocanteurs qu'il a sillonnés avec un père horloger.
Ça a commencé vers, je dirais, l'âge de 11-12 ans. Un petit peu grâce à mon père, Allah yarhamou, qui était horloger par passion, pour réparer les montres qu'il achetait toujours en brocante. Il allait les pièces de rechange, fait les brocantes, donc il dînait معاه. Et c'est un petit peu là qu'est né avec c'est là où il y a eu le déclic. Ammé Mohamed collecte des objets, des métaux, il chine partout et c'est après usinage de ces vieilleries qu'on peut apprécier le génie de l'homme. Un obus se transforme en lampadaire, une vieille théière d'où émerge une ampoule, une raquette de tennis réincarnée en horloge. Il donne une seconde vie à ces objets. J'essaye de faire de l'art plastique à partir d'objets récupérés, c'est-à-dire, ce n'est pas monté n'importe comment. 80% des pièces sinon ça reste dans le bricolage. On a envie de sortir de domaine du bricolage. Donc, je récupère des pièces. En bas, je fais le démontage intelligent, c'est-à-dire, dans l'art plastique, c'est des pièces qui parlent. Un exemple, oui. C'est un message, c'est un porte-bougie fait avec du fil de fer récupéré dans la rue, mais quand on voit l'objet, il y a une expression. Pouvoir encore regarder. Artiste dans l'âme, il peint et c'est souvent la mer car elle évoque pour lui un sujet sensible qui touche les haragas. مقيوس بزاف بالphénomène تاع الحرقة هذا. Donc j'en parle à ma manière. Et toujours avec des objets récupérés, c'est-à-dire machine, récupérés, quand je dis récupérés, même des fois achetés, parce que ma passion restera toujours les brocanteurs, bien sûr. Le jazz ouvert dans la nuit. En artiste généreux, il fait même participer d'autres artistes à la création de ses œuvres. Il réalise des figures poétiques et singulières d'une grande expressivité. Il faut dire que c'est en pièce unique. Jamais deux objets qui se ressemblent. Là, c'est une signature. D'un côté, il y a beaucoup de gens qui me disent « Tiens, j'en veux deux comme ça ». Je dis « C'est impossible ». Je dis c'est impossible, deux comme ça c'est impossible parce que il y a une pièce, 2, 3, 4 ou 5 pièces récupérées. Donc ça reste une signature. Sensible à la question du traitement des déchets, il enseigne à travers un module pédagogique et créatif ses idées du recyclage à des jeunes lycéens à Ruiba. J'ai commencé il y a une semaine à essayer d'inculquer des idées à des jeunes. Je suis dans un lycée à Ruiba. Je remercie les gens qui m'ont contacté pour ça justement. Essayer d'inculquer des idées les jeunes. Vous avez tous quelque chose à la maison, mais s'il y a une idée qui se développe, allez-y. Montrez-moi ce que vous faites. On va donner comme savoir-faire ou la malabelkum je dirais bien Son art surpasse les paradoxes pour donner un nouveau sens aux objets qu'il rassemble. En tout cas, ses idées sont dans l'air du temps pour sauver notre planète. Voilà, et puis c'est un plaisir en tout cas de discuter avec lui et de le rencontrer, surtout sa vision aujourd'hui de l'environnement. Il est très important de protéger notre environnement. Eh bien, tout de suite, nous allons parler de formation avec nos invités, deux femmes qui se sont donc présentées pour nous parler de formation, mais d'abord une personne qui est à l'initiative de toute cette opération. C'est Amina Kara Mechetti. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. Bienvenue. Merci. Alors, vous êtes donc cofondatrice internationale Talent Network et présidente du club Diaspora Afrique, c'est cela? Tout à fait, tout à fait. Alors, vous êtes à l'initiative donc de cette formation.
Tout à fait. On va en parler dans un moment. Excellent. Donc c'est une formation, bien sûr, tout ce qui gravite autour de la compétence algérienne du monde, de la diaspora. C'est cela. Et aujourd'hui, vous êtes venu avec une invitée, une apprenante, c'est cela? Vous l'appelez comme ça? Il s'agit de Nidal Aklouch. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Alors, vous êtes responsable commercial et marketing au niveau donc, de l'hôtel du Val d'Hydra, c'est cela? C'est bien ça, oui, au Val d'Hydra. Et vous avez donc profité de cette formation? Absolument. Une excellente formation et une super expérience on a eu avec ITN. En plus donc de vos acquis, vous avez donc bénéficié de cette formation qui, encore une fois, qui va optimiser vos rendements au niveau de l'entreprise, on va dire. Vous l'appelez comme ça, hein? Oui, oui, tout à fait. Le rendement, mais pas que le rendement. En fait, notre communication et puis surtout la formation de notre personnel. C'est ça, c'est très important. Alors, Amina Kara, vous êtes donc, on vous connaît, vous êtes habituée à venir sur nos plateaux. Vous étiez toujours dans tout ce qui tournait autour de l'emploi, les salons de l'emploi, toujours tourné sur notre diaspora. Tout à fait. Initialement, donc, nous avons commencé par le recrutement, le placement de cette diaspora. Par la suite, cette diaspora aussi voulait entreprendre, donc on l'accompagnait sur sa stratégie de communication, tout ce qui est l'interculturalité. Donc voilà, l'Algérie a évolué entre-temps. Et aujourd'hui, on s'intéresse à la formation comme transfert de compétences à travers cette diaspora, que peut-être elle n'est pas encore décidée de rentrer, mais bon, on se dit, bon, dans un premier temps, on essaiera de venir d'une manière ponctuelle, partager notre acquis, notre savoir-faire et collaborer ensemble. C'est ça. Alors, vous avez organisé une formation autour donc, du management et force de vente, c'est cela? Tout à fait. Management de force de vente, parce que on avait bien sûr remarqué ça auprès de nos clients, que c'est une formation qui est demandée, mais parce que dans un secteur ou un contexte économique, on va dire tendu, ce qui est très important, le nerf d'une entreprise, c'est sa force commerciale. Donc on a monté cette formation avec cette diaspora et formation très dans le collaboratif, dans l'échange et dans l'interactivité. Voilà, c'est très important. Et surtout aujourd'hui, ce qui marche énormément, ce qui est tendance, on va dire, c'est le développement personnel. Vous avez accès énormément sur cela? Tout à fait. Donc on les a analysés, scrutés. Donc c'était avec un expert, bien sûr, en collaboration avec notre coach qui est expert en PNL, qui était là en train d'observer l'interactivité, comment ils étaient en train d'interagir avec les autres, la gestion de la timidité, l'ego. Et tout ça, à la fin, on fait un bilan et on fait des challenges pour essayer, bien sûr, de s'améliorer. Bien sûr, c'est très important aussi. Alors vous avez reçu un expert en la matière d'ailleurs, c'est Mustafa Laroussi, qui lui a donc une expérience dans le pétrole, un doctorat en électronique, c'est cela? Exactement. Il a vu un petit peu, il a pu voyager à travers ses formations et s'est stabilisé en Asie et a eu l'expérience donc de l'Asie. Tout à fait, il a fait l'Asie donc du Sud, l'Asie centrale, les pays d'Afrique. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'Afrique en Algérie. C'est vrai. L'Algérie commence à se dire je suis africain. Exactement. Et le Moyen-Orient, et on se dit oui, maintenant il se serait bien de penser aussi à l'Algérie et de venir partager, donner, et il était plus que ravi, on voyait de l'émotion dans sa façon de faire. Malgré son emploi du temps très chargé, il a donc réussi à trouver un créneau pour pouvoir venir rencontrer d'autres Algériens et les former. Tout à fait. Alors comment a été cette expérience avec Monsieur Laroussi? C'était une expérience très très intéressante, l'échange a été très constructif, dans le sens où nous n'avions aucune idée sur les compétences des Algériens qui se sont lancés dans la formation en Algérie. C'était formidable et lui, je pense qu'on était son premier groupe et pas le dernier. Donc pour lui, ça a été une grande aventure et il est reparti, j'imagine, très content parce qu'il avait dit qu'il ne s'attendait pas à ce que l'échange soit aussi fluide et que c'était très intéressant de voir que le niveau, malgré les manques qu'il peut y avoir, que le niveau était quand même très bon par rapport à ce qu'il avait comme expérience ailleurs. Très bien. Alors on va le voir tout de suite en images puisque nous avons donc réussi à avoir une interview. Lilia Benasser a réussi donc à pouvoir l'interviewer. Regardez, on se retrouve juste après. La formation d'aujourd'hui, elle concerne la force de vente. Alors, d'une manière brève, la force de vente, elle s'établit entre la vision jusqu'à la force de vente. Mais entre la vision et la force de vente, il y a les objectifs, il y a la stratégie, le marketing et le positionnement à la force de vente. Parce que la vision d'abord, c'est toute entreprise a une vision.
Cette même vision mène à un produit de vente. Après, il y a la notion du client. Le client, après, il y a le relationnel entre le client, l'acheteur et le vendeur. Et puis, l'attitude et l'aptitude de la force de vente. Le client, c'est très important de connaître un client, sa dimension, sa combinaison. Et puis, connaître son client, c'est pouvoir connaître l'adoption de ces technologies. Connaître un client, c'est définir les différentes étapes de l'acte d'achat. Et après, c'est en termes de le profil de soi, de quelle combinaison sommes-nous? On a tous une combinaison. Ça, c'est une rencontre avec le cerveau humain. Et ça, on rentre dans la communication interpersonnelle. L'attitude et l'aptitude, c'est très important. Parce que comment la force de vente met en place une communication effective et l'écoute active. Bien souvent, et malheureusement, on écoute à moitié un client. Ce qui résulte par une mauvaise prestation de service ou un produit qui ne répond pas à son besoin. Donc il y a blocage à l'écoute. Et donc à nous d'identifier et d'analyser ces différentes équipes. Bien sûr, la notion de la motivation, la notion d'équipe. On ne réussit pas seul, on réussit en équipe. Voilà un peu le contenu du programme de 3 journées de la force de vente. Très bien. Voilà, c'est juste un petit échantillon. On aura l'occasion de voir toute l'intégralité du reportage, bien sûr, de Lilia Bennassar. Et puis, bien sûr, l'écoute est très importante. D'ailleurs, notre formateur le dit, il faut vraiment écouter et être toujours, savoir ce que veut notre client, réellement. Très important. Bien sûr, l'écoute, comme on dit basiquement, on a 2 oreilles et une bouche, on est censé écouter plus que parler. C'est ça. Et quand on écoute la personne, ça veut dire qu'on s'intéresse à elle, à ce qu'elle est en train de dire. Et derrière, on peut aussi rebondir et proposer des actions intéressantes en accord et en phase avec lui. C'est ce que vous avez fait, Nida? C'est absolument ça, c'est le point majeur que j'ai retenu. Au fait, c'était quand on écoutait et quand on entendait, on apprenait beaucoup. Alors, il fallait vraiment profiter. Voilà. Avant d'agir. Aujourd'hui, vous avez les outils nécessaires pour pouvoir rebondir sur une force de vente. Comment est-ce que vous allez les utiliser aujourd'hui concrètement dans votre oui, concrètement. domaine? Le point le plus intéressant que j'ai retenu également, c'était la remise en question de notre façon de faire. Oui. Donc oui, complètement, nous allons forcément faire autrement et mieux. Voilà, Inch'Allah. Donc, avec bien entendu de nouveaux outils, puisqu'il y a eu donc cette formation qui a touché un petit peu les ingénieurs, ça touche un peu tous les secteurs, en fait, une formation, transfert de compétences, comme vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure. Tout à fait. Donc, en fait, cette formation est destinée à des personnes qui ont déjà une expérience dans la force commerciale, dans le management aussi. Elle était adressée aussi à des entreprises qui souhaitaient donc mettre leurs apprenants, leurs employés en formation, mais aussi d'initiatives de particuliers qui voulaient le faire. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on voyait cette envie, malgré que certains étaient timides. On a remarqué la timidité, la prise de parole était un point quand même très difficile. Les premiers temps, personne ne voulait parler, mais vers la fin, moi j'étais juste sidérée de voir comment ils étaient dans l'aisance, en train de discuter, d'échanger, et rien de travailler sur le côté personnel, développement. On arrive à faire vraiment des miracles et apprendre à aussi avoir confiance en soi, c'est très important. Donc il a vraiment axé sur ça aussi, et a fait aussi un système du one-to-one, c'est qu'il a su cerner très rapidement les personnes. Et les personnalités de chacun. Les personnalités, les challenger. Et il y avait aussi une astuce qui était intéressante, chaque personne qui relevait des challenges avait des petits cadeaux, des petits présents. C'est pour un peu motiver les personnes, et c'était dans une ambiance très conviviale. D'ailleurs, vous l'avez dit, Nidal, c'était pour lui aussi une nouvelle expérience. Oui, tout rencontrer en fait cette population, ces Algériens, tout comme lui, cette expérience qui était différente dans le domaine du management, bien sûr, et il a voulu apporter peut-être un peu plus. Beaucoup même. Je pense que de par son origine déjà, qui est algérienne, de par sa nationalité qui est algérienne, je pense qu'il a fait... J'ai eu le sentiment, je ne le connais pas très bien, mais c'est cette impression que j'ai eue, qu'il a fait même un peu plus
étant algérien parce qu'ils se sentaient concernés. Voilà, était un peu plus dans la générosité, on va dire. Hein. Beaucoup, beaucoup. Bien sûr, l'échange. Le transfert, l'échange. Le transfert, il a donné, c'était formidable. Voilà. Il y en aura d'autres, des expériences pareilles? Tout à fait. On veut vraiment s'inscrire sur la durée et que ce soit stable. Et donc, chaque mois, nous organisons cette même formation. Et on essaie vraiment de sortir aussi d'Alger, donc aussi d'assurer cette formation à Oran, à Constantine, à Al-Rouad, parce que Alger, c'est pas l'Algérie, hein, bien sûr. Bien sûr. Alors, notre communauté algérienne établie à l'étranger est donc partout aujourd'hui. Et bien entendu, chacune a sa propre expérience dans des domaines divers. Une expérience aussi acquise et arrachée. Aujourd'hui, on a des Algériens très compétents un peu partout. Ils reviennent grâce à des expériences comme vous, par exemple? Tout à fait, tout à fait. Moi-même, j'étais aussi à l'étranger, dans un domaine dans l'aéronautique. Et cette envie de rentrer, de donner, c'est juste très intéressant. D'ailleurs, on voit, ils sont aussi partout. Hein. Souvent, on a ce schéma de dire qu'ils sont que dans un pays qu'en France, alors que Mostefa rentrait à peine du Pakistan. Donc, vous voyez, on les voit partout. Et ils ont cette générosité, cette envie de donner. Aujourd'hui, pour nous, on estime que cette diaspora, ces Algériens du monde, sont un relais important pour le développement économique de notre pays. De l'Algérie, à l'international, pour s'expatrier, s'exporter aussi. Et ils sont aussi de bons ambassadeurs pour nous. Exactement. Alors, on vient de voir l'affiche, d'ailleurs, sur cet événement. C'est un événement qui va donc se pérenniser, vous le disiez, et va un petit peu toucher toutes les grandes villes d'Algérie. Tout à fait. C'est notre objectif, de faire une formation itinérante pour essayer d'échanger, d'essayer d'apporter vraiment à chaque fois du nouveau, un sang neuf à la formation. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que c'est une formation à thème. Et donc, à chaque fois, vous touchez un secteur, une thématique particulière. Une thématique. Mais ce qui est très important aussi à signaler, c'est que dans cette formation, il y a un travail collaboratif entre le formateur et le coach. Parce que le formateur, il faut savoir qu'il a acquis une expérience à l'international, mais l'Algérie, entre-temps, à l'époque où il a quitté, elle a beaucoup évolué. Donc il y a un coach local, donc on conjugue les deux énergies. C'est très bien. Et pour apporter cet équilibre de l'Algérie, donc il y a un travail de préparation qui se fait en amont avant son arrivée. Donc pour vraiment montrer que voilà, on doit conjuguer nos compétences pour réussir. Et en même temps, c'est aussi une façon de pouvoir tester l'économie, l'ambiance bien sûr du pays pour pouvoir peut-être séduire des formateurs, séduire aussi ses compétences à l'étranger, peut-être comme vous le disiez tout à l'heure, venir investir au pays. Tout à fait. D'ailleurs, je vais être très honnête, après le reportage, on a été contacté par beaucoup de diasporas qui nous ont écrit dans les réseaux sociaux, par mail. Et moi aussi, j'ai une formation dans tel domaine, j'aimerais bien donner. Est-ce que vous serez intéressé par la gestion de projet, par le journalisme? Donc, ils ont vraiment envie de donner. Ça, c'est important. C'est très important. En tout cas, bonne chance à vous. Merci. Et puis, j'imagine que vous aurez donc d'autres projets à court terme, peut-être? Oui, tout à fait. Là, aujourd'hui, on est en train d'axer sur la mobilité africaine. Donc, on est en train de s'intéresser à des success stories algériens qui gravitent dans certains pays en Afrique, qui réussissent très bien. Donc, on est en train aujourd'hui d'essayer de les mettre en avant, d'encourager la porte de l'Algérie, qui était vers le nord, de la faire descendre vers le sud. Il y a de plus en plus de comptoirs algériens en Afrique. Donc, c'est bien de pouvoir aussi développer, donc, bien sûr, le marché tourné vers l'Afrique. Tout à fait, l'Algérie africaine. Exactement. Un dernier mot peut-être pour vous, Nidal? Un dernier mot, c'est des remerciements. Je remercie la parfaite collaboration qu'on a eue avec International Talent Networks. En tant qu'hôtel Duval, l'expérience était formidable et nous tenons à pérenniser cette relation, cette coopération, je dirais, pour en profiter et au maximum et pour échanger encore. Très bien. En tout cas, bonne chance à vous dans votre domaine et puis à très bientôt. Merci beaucoup, Amina Kara. Merci. Je rappelle que vous êtes donc cofondatrice International Talent Network et présidente du club Diaspora Afrique. Bon courage à vous. Merci. Et à très bientôt. Et Nidal, je rappelle, vous êtes Nidal Aklouche, vous êtes responsable commercial et marketing de l'hôtel Validra. Voilà, merci. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Voilà. On est arrivé à la fin de l'émission. J'espère que vous avez apprécié en tout cas toutes les thématiques, j'y arrive, que nous avons développées ce matin. Merci à vous tous, bonne journée. Et puis à demain, 8h, 9h30. Au revoir.